Bonjour et merci d'être là, fidèles, pour passer un moment ensemble autour du concours de la promotion de l'éthique professionnelle. Alors, c'est le 18e, semble-t-il, 118e numéro de l'éthique professionnelle, donc une nouvelle édition, et puis comme les précédentes, avec 14 districts qui ont répondu, avec 41 essais sélectionnés au niveau national et 123 essais comptabilisés par les districts. Eh bien, on confirme qu'effectivement, il y a toujours un intérêt dans les districts et auprès des jeunes pour ce concours. Alors, il est souvent difficile d'obtenir la participation des districts. C'est souvent par oubli, et cette année, 13 districts sur 18 se sont déjà engagés. Les thèmes des essais sont variés. Les sujets qui touchent à la santé et l'intelligence artificielle sont toujours aussi prisés. Mais apparaissent aussi de nouveaux domaines, comme les assistants vocaux, les paris sportifs, les influenceurs, le télétravail, l'impact de la Covid, pour ne citer que ceux-là, mais il y en a d'autres encore. Et ces réflexions, qui sont souvent de haut niveau, témoignent de l'intérêt porté par les jeunes à l'évolution de la société sur le plan de l'éthique. Alors, pour pouvoir continuer notre présentation, d'abord, si on l'organise, c'est pour féliciter, remercier tous ceux qui ont participé au plus haut niveau, mais tous ceux aussi qui n'ont pas été lauréats, mais qui ont passé du temps, qui se sont impliqués sur des sujets vraiment très intéressants. Et je rappelle que les sujets des 41 qui ont été présentés par les districts, les 41 eh bien, sont sur le site. Et on peut aller sur le site du concours et puis on peut prendre connaissance de l'intégralité des essais qui ont été présentés. Je le rappelle encore parce que vraiment, ça vaut la peine de les lire selon, évidemment, l'intérêt que vous portez à tel ou tel autre sujet. Alors pour l'instant, ben voilà, on va démarrer tout de suite par la présentation des diplômes. Et cette présentation va vous être faite à la fois par Marie-Michel Brun de Lyon, région, qui détient, je dis tout de suite, le record de présentation des essais, puisqu'elle en a eu 17, à égalité avec, il ne faut pas l'oublier non plus, Philippe Goupil des Pays de Loire, qui a aussi présenté 17 essais. Et puis Anne-Marie Bordery, qui est déléguée nationale à mes côtés, et qui vont toutes les deux vous présenter les diplômes qui vont être décernés. Nous commençons par le district 1510, qui est le district des Pays de la Loire. Premier étudiant, Pierre Léonard, de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, a obtenu un diplôme pour son essai « L'ubérisation du travail, un modèle économique éthique ». Elena Buchet, de l'École supérieure d'agriculture d'Angers également, a obtenu un diplôme pour son essai intitulé « Édition du génome humain par les ciseaux moléculaires CRISPR ». Technique, certainement d'avant-garde. Puis, un essai à deux. Morgane Bouquet et Émilie Renaud ont obtenu un diplôme. Elles sont de l'Université de Nantes, UFR Langue et Langage. Leur essai s'intitule « De l'éthique de la prise en charge médicale à l'éthique de la reconnaissance, l'accompagnement des mineurs transgenres ». Pauline Grimaud, de l'IRCOM, a obtenu un diplôme pour son essai « Éthique et sécurité en humanitaire lorsque la fin poursuivie met en péril ses propres moyens ». Le district 1640. 1640, c'est la Normandie.
un essai collectif, Emmeline Perlot, Vincent Montaufier et Sorenza Loisance de l'UFR de droit, administration économique et sociale et administration publique ont écrit un essai intitulé Entre protection et autonomie du mineur, le tatouage sous l'angle de l'éthique professionnelle. Ils ont obtenu une mention. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Michel pour le district 1650. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette remise des prix, pour ce concours tout à fait exceptionnel. Alors, Claire Luneau, de l'École nationale supérieure maritime, a reçu une mention pour son essai « Sourire crispé sur la banquise, l'industrie de la croisière en zone polaire ». Fabien Argelier, École normale supérieure de Rennes, a obtenu une mention pour son essai « Repenser l'éthique du scientifique roi, la leçon d'éthique de la crise sanitaire ». Alors là, nous avons deux candidats, Arthur Ledeuf et Donatien Lacresse, École normale supérieure de Rennes, pour leur essai « Déconstruire les a priori sur le dopage et repenser l'éthique sportive quand l'important n'est plus de participer ». Ils ont obtenu un diplôme. Alors, je reprends la parole. C'était le district de Bretagne-Mayenne. Allez, vas-y, ne te déconcentre pas. Moi, je ne me déconcentre pas du tout, c'est mon propre district. D'ailleurs, le district 1660, Paris. Eh bien, c'est Paris, Île-de-France. Ouest. Lisa Safraniec, du Collège Sévigné, a obtenu un diplôme pour son essai « Le dilemme humain du prédateur empathique ». Nous passons maintenant au district 1670. 1670. Alors, c'est le Nord, Est, N, Ardennes. Axel Van Kraenest, de l'Université d'Artois, faculté Alexis de Tocqueville, a obtenu un diplôme pour son essai intitulé « L'influence des chaînes d'information continue sur la perception de la crise sanitaire ». Nous en arrivons au district 1690. En 1690, nous sommes en Aquitaine, Charente. Alors, nous commençons par un essai collectif. Maxime Chauvineau, Martin Vieillard, Myriam Sidibé, Quentin Dessiot de la Kedge Business School ont obtenu une mention pour leur essai « Éthique et télémédecine vers une perte de qualité des soins ». À nouveau une équipe constituée de Charlotte Frêle, Charlotte de Campoux et Lauriane Eyera-Seigne, je crois, de la Kedge Business School ont obtenu une mention pour leur essai « L'édition génomique et l'humain parfait ». Une autre équipe, Ewen Schustrak et Loïs Dacremont, de Sciences Po Bordeaux, ont obtenu une mention pour l'essai intitulé « Les apports éthiques du commandement militaire pour le cadre de l'entreprise ». À nouveau une équipe composée d'Elena Huette, Tristan Jarige-Barba, Sarah Sandu et Ornella Viala de la Kedge Business School, iOS 15 et son système de lutte contre la pédocriminalité, atteinte à la vie privée ou réel dispositif de sécurité. Ils ont obtenu un diplôme. District 1700. En 1700, nous sommes en Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon, Principauté d'Andorre. Alors, il y a une petite pause parce que ça
dans mon petit portable, ça a défilé trop vite, excusez-moi. Je reviens, me voilà. Donc, nous avons, décidément, Mélanie Biancourt, Université Toulouse Jean Jaurès, a reçu une mention pour son essai « La prise en compte des usages réels pour des projets de conception éthique et durable ». District 1710. Alors, 1710, est-ce que tu le connais bien? Un peu. Un peu. Alors, c'est Lyon, région. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à présenter donc les lauréats puisque je les ai rencontrés samedi en présentiel pour la remise des prix. Alors, Léo Deleplan, de l'École de santé des armées, a reçu une mention pour son essai L'éthique dans la priorisation des soins. Ensuite, c'est Lucie Debar, de la faculté de médecine de Saint-Étienne, qui a reçu une mention également pour son essai « Quel a été l'impact de la crise Covid-19 sur l'éthique médicale ?» Carla Piltan, toujours de la faculté de médecine de Saint-Étienne, pour son essai « Les prisonniers maltraités », a reçu un diplôme. Elsa Kos, qui nous vient de l'ITEC, l'Institut technique textile et chimique de Lyon, a reçu un diplôme pour son essai « Raison d'être, enjeux et débats éthiques en entreprise ». Valentina Kossia, de l'IDRAC, a reçu un diplôme pour son essai « L'intelligence émotionnelle, un outil au service d'un management éthique ». Ensuite, 3 étudiants, Charles Chichignou, Chloé Danérol et Marie Stève, de la faculté de médecine de Saint-Étienne, ont reçu un diplôme pour leur essai « Déshabillez-vous que je vous examine ». Nous changeons de district et sans doute un peu de climat aussi. Le district 1720. Pourquoi on a changé de climat? Parce qu'on est dans le centre Poitou. Ah bon? Bon. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, Valentin Magnès, de Polytech Tours, a obtenu une mention pour son essai « Le greenwashing, une arme de communication qui rompt avec l'éthique professionnelle ». Vient ensuite un grand groupe composé de Akshaya Aruntavaraja, d'Arthur Guiltin, d'Audrey Riochet, de Christelle Garnier, de Fatimatou Diagne, de Maxime de Castro, de Louise Hutas et de Mervé Kaya-Ikiz, de l'Université d'Orléans, Master 2, droit des affaires et fiscalité. Ils ont obtenu une mention sur un sujet, l'habileté fiscale est-elle éthique? Le district 1730. Alors, nous sommes sur la Côte d'Azur, Corse, Monaco. Alors là, il fait beau. Là, oui. Bon. Alors, il y a 2 étudiants qui ont rédigé ensemble, Sébastien Bénézet et Neil Spiti de la Kedge Business School. Leur essai s'intitule « Le corps humain et le management ». Ils ont obtenu un diplôme. Nous revenons au centre, le district 1740. C'est l'Auvergne, le Limousin, l'Aveyron, la Dordogne et la Lozère. Un groupe d'étudiants composé de Lise Bibet, Romain Bron, Karel Deval-Cor et Marie Imbert de Polytech Clermont ont obtenu une mention pour leur essai «
le développement durable comme levier de l'éthique professionnelle. Nous avons une nouvelle équipe importante, enfin de 3 personnes. Tristan Smith-Nora, Amandine Vernenègre et Alexandre Vissot de l'École nationale de police de Périgueux ont obtenu une mention pour l'essai intitulé « L'éthique professionnelle au sein de la police nationale ». Une autre équipe, Marie Cabirol, Estelle Lecomte, Eva Di-Bricillier, Morgane Conan de Polytechnique Clermont, ont obtenu un diplôme sur le sujet suivant: les salariés sont-ils légitimes de contester l'obligation de possession d'un pass sanitaire pour accéder à leur lieu de travail? À nouveau une équipe, Camille Zocchi, Élodie Roubégou, Emma Salati et Mathilde Philibert ont obtenu un diplôme. Elles sont de Polytechnique Clermont et elles ont obtenu un diplôme pour leur essai intitulé « L'économie régénérative, comment ce modèle doit être appliqué en entreprise pour obtenir une meilleure éthique professionnelle ». Je te passe la parole, Marie-Michel. District 1760. Alors, ce sont les Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse. Alors, nous avons Emma Julien de l'IAE Aix-Marseille qui a reçu une mention pour son essai « L'éthique professionnelle à l'épreuve de l'industrie textile ». Ensuite, nous avons Anthony Grandgirard de la Faculté d'économie et de gestion, Aix-Marseille, qui a obtenu également un diplôme pour son essai « Le marketing éthique des sites de paris sportifs. Paris perdu d'avance ». Adam Moroni de l'École de l'air et de l'espace a obtenu un diplôme également pour son essai « Servir et donner sa vie. Le sens de l'engagement militaire peut-il être étendu en milieu civil ?» District 1770. 1770, nous sommes là chez Jean Delas, c'est l'Île-de-France, Est et Oise. Alors, Suzanne Dessieux de l'Institut Mines Télécom, pour son essai « L'influenceur, un métier où l'absence de cadre éthique favorise l'escroquerie de masse », a obtenu une mention. Kevin Dupré, toujours de l'Institut Mines Télécom, a obtenu également une mention pour son essai « Le rôle de l'eau », alors je vais dire les initiales, OAGAI, dans l'économie mondialisée, un enjeu éthique majeur. Laurine Oussou, de l'Institut Mines Télécom également, un diplôme cette fois, pour son essai « Le Culture Deck ou la Bible de l'esprit startup, comment Netflix a-t-elle réinventé la culture de la peur ?» Et je reprends la parole pour le dernier district, 1790. En 1790, nous sommes là en Lorraine et Haute-Marne. Alors, nous avons à chaque fois 3 équipes. Une première équipe composée de 2 personnes, Marion Allard et Yannick Bakayoko. De CF, alors, c'est l'Université de Lorraine, IAE Metz École de Management. Ils ont obtenu une mention pour leur essai « Réflexion éthique sur les assistants vocaux domestiques ». Deuxième équipe, Clara Lemasson et Juliane Charche, de la même Université de Lorraine, IAE Metz École de Management, ont également obtenu une mention pour leur essai
télétravail entre nouvelle organisation du travail et défis éthiques. Enfin, un groupe de deux, Dominique Stierlet et Lucille Wolf-Bartel, de l'IAE École de Management, donc toujours la même, ont obtenu un diplôme pour leur essai « Les enjeux éthiques professionnels dans le community management ». Dans quelle mesure, au pluriel, le community manager peut-il effectuer son travail de manière éthique? Très bien, bah, écoutez, il ne me reste plus que féliciter tous ces diplômés, ceux qui ont dit mention pour la qualité de leur travail. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une grande diversité des sujets et que chaque année, ces sujets sont de plus en plus nombreux et collent à la réalité et collent bien justement à la réalité de notre économie, de notre société. Donc, félicitations et merci à toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont choisi justement de travailler, parce qu'ils ont dû travailler longtemps pour pouvoir justement rédiger leur essai. Et vous noterez, si vous allez sur le site, vous noterez aussi l'importance des bibliographies auxquelles ils se sont référés. Alors, nous allons passer maintenant à la remise des prix qui sont parfois conséquents, qui sont conséquents, tous conséquents d'ailleurs. Et donc, je vais commencer par le troisième prix. Le troisième prix, eh bien, hop là, le troisième prix, il va revenir, le troisième prix. Alors, donc, le deuxième prix, nous en avons deux de deuxième prix. Nous avons donc Robin Miquel. Oui, bonjour. Ah, Il est là, formidable. Il a un micro et une vidéo, formidable. Alors, on va le passer. Voilà, je le vois sur l'écran ici. Donc, ils sont tous les deux. Je vois Robin Miquel et puis Victor Lebellego, mais on va commencer par Robin Miquel. Hein. Tout le monde le voit, Robin Miquel, qui a une belle cravate, formidable. Ah, j'ai juste la chemise aujourd'hui. Ah oui, vous avez ma photo peut-être alors. Ouais. Alors, ok, super. Si on vous voit en chemise, c'est quand même mieux parce que je me sentirais plus à l'aise alors que je n'ai pas mis de cravate. Bon, alors, Robin, le temps qu'il enlève la veste et la cravate, il a obtenu le deuxième prix ex aequo et il a traité un sujet intéressant. C'est l'IA et éthique, un état des lieux. Alors, Victor achève une formation d'ingénieur par un master en intelligence artificielle. Il a complété sa formation par des études de philosophie à Sciences Po. Alors, question 1, Victor, vous dites qu'en étudiant la philosophie, vous avez souhaité avoir un regard plus critique sur les technologies et leur impact. Alors, est-ce que vous avez eu à ce moment-là des doutes sur votre vocation d'ingénieur? Bonjour, vous m'entendez? Alors, il faut ouvrir votre micro. Oui, je vous entends. Oui. Vous m'entendez? Alors par contre, on n'a Oui. pas la permission d'activer notre caméra. Je ne sais pas si c'est volontaire. Ouais. Bon, alors je réponds à votre question, même si je ne peux pas activer ma caméra. Non, l'idée, c'était plus que, oui, j'ai complété ma formation par de la philosophie. C'est vrai que c'est un recul qui est intéressant à avoir. Et j'ai constaté que c'est vrai qu'en école d'ingénieur, a priori, les ingénieurs ne sont pas technophobes. Par contre, les étudiants de Sciences Po le sont peut-être un peu plus. Et c'était intéressant de confronter les points de vue. Et en fait, j'ai rédigé cet essai un peu en droit de réponse à une lecture d'un bouquin qui nous a été proposé par un prof à Sciences Po, qui est un livre d'Éric Sadin, qui traitait d'intelligence artificielle, qui s'intitulait « Intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical », où, en fait, il
déjà, il donnait l'impression de ne pas maîtriser techniquement le sujet, ce qui est un peu agaçant quand on veut traiter en détail d'un sujet et des problématiques éthiques qui y sont liées. Et bon, quand même, il insultait vertement la corporation des ingénieurs, donc passablement agaçant pour, pour nous. Donc, c'était un peu un droit de réponse. Et je ne pense pas que c'est modifié ma perception. Je pense que c'est important et que les ingénieurs en école d'ingénieur se posent quand même des questions éthiques sur l'implication de leur travail, des systèmes qu'ils vont développer. Mais voilà, c'est plus apprendre à se confronter, à répondre à des approches plus critiques de la science, enfin de la science, de la technique, tout en asseyant son argumentation sur une compréhension en détail des mécanismes scientifiques ou techniques sur lesquels repose. Très bien. Très bien. Alors, j'ai entendu au cours des présentations des diplômes, il y a beaucoup d'acronymes. Mais je pense que l'acronyme IA, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, intelligence artificielle. Alors, autre question, quand j'ai lu évidemment en détail votre essai, il y a un moment, vous parlez du premier hiver de l'IA. Alors, c'est la première fois que j'entends parler du premier hiver de l'IA. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, le premier hiver de l'IA, c'est qu'en fait, pour l'expliquer simplement, il y avait des approches qui étaient utilisées et qui, dans les progrès qu'on arrivait à obtenir avec ces approches, au cours du temps, s'amenuisaient. Et finalement, on n'arrivait plus à progresser. Pourquoi? Parce que soit l'approche était plus tout à fait pertinente, soit on était bloqué en termes de capacité de calcul. Aujourd'hui, les gros bons en avant qui ont été faits en IA, donc en IA neuronale, avec des réseaux de neurones, ont été permis par une explosion de la puissance de calcul, par parallélisation des calculs. Voilà. Donc en fait, ce premier hiver de l'IA, c'était plus un problème d'approche avec ce que j'explique dans mon essai, les systèmes experts. L'idée derrière tout ça, c'était plus de retracer l'historique, d'expliquer ce que signifie ce gros mot, intelligence artificielle, parce qu'on entend énormément parler dans les médias, mais qu'est-ce que ça recoupe? Qu'est-ce que cela signifie en détail? Comment est-ce que ça a été inventé? Donc, ce n'est pas très vieux, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui a été inventé il y a 10 ans. Hein. Ça a une histoire de plus de 60 ans. Et voilà, et expliquer brièvement l'historique et les évolutions de cette technologie, et aussi les distinctions qui sont fondamentales, parce qu'il y en a. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité une IA neuronale et une intelligence artificielle déductive, des systèmes experts. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de boîte noire? Eh ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire le phénomène Ah non, pardon. Phénomène de boîte noire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à concevoir des systèmes d'IA neuronale où, en fait, donc on modélise le fonctionnement d'un réseau de neurones, donc c'est-à-dire qu'on s'inspire du fonctionnement biologique d'un neurone, on les met en réseau, donc on forme un cerveau, une simulation de cerveau, et on arrive aujourd'hui à des alors, je crois que je peux activer. Alors, le micro est coupé. Pardon. Voilà. Non. Voilà. Maintenant, vous avez l'image, je crois. Wow. Plus on a l'image maintenant. Voilà. Alors, j'ai eu l'autorisation d'activer ma caméra. On arrive à former des réseaux de neurones très, très performants, hein, qui permettent d'obtenir des performances surhumaines dans les tâches dans lesquelles ils sont spécialisés, mais qui sont tellement complexes et qui font intervenir plusieurs milliards, voire centaines, voire milliers de milliards de paramètres, qu'en fait, le parcours de l'information ne peut pas être retranscrit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi le réseau d'intelligence artificielle a donné une réponse X ou Y. Et en fait, c'est problématique parce que dans l'utilisation, par exemple, pour le diagnostic médicaux,
On ne peut pas tolérer qu'une machine, une boîte noire qu'on ne comprend pas, même pour boîte noire, c'est un phénomène qui ne touche pas uniquement le grand public ou les utilisateurs, ça touche même les concepteurs. L'intelligence artificielle, c'est un peu magique. Les concepteurs d'IA font ça un peu en modifiant, un peu, j'ai perdu le mot. Mais enfin, c'est une science qui reste encore très expérimentale, et donc on ne parvient pas à déterminer les raisons qui poussent un diagnostic. Et pour l'acceptabilité de l'IA dans la société, c'est quelque chose qui est problématique, fondamentalement. Eh bien, vous affirmez aussi, c'est ma dernière question, que l'IA est un angle mort du droit. Et vous mettez l'accent sur l'impact environnemental aussi de l'IA. Alors, selon Rabelais, tout le monde connaît, Oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, est-ce que Rabelais était déjà un lanceur d'alerte avant l'heure? Ah ben ça, c'est évident. Absolument. Donc, c'est un angle mort du droit. Il y a un impact écologique qui, parmi les concepteurs d'IA, est de plus en plus pris en considération. J'espère qu'on pourra se doter d'un cadre normatif adapté qui ne soit pas un frein à l'innovation, mais qui permette de protéger les utilisateurs des dérives potentielles, parce qu'il ne faut pas être naïf, des dérives, il peut y en avoir, et on le voit, hein, l'utilisation, par exemple, d'intelligence artificielle pour faire de la notation de citoyens en Chine, c'est quelque chose qui, bon, a priori, ne semble pas très éthique. Et oui, je pense que Rabelais a tout à fait raison, que la science n'est en fait ni morale ni immorale en soi. Elle est amorale, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas ce qu'on doit faire avec elle. C'est à l'homme de faire ce choix-là. Et il peut être soit fait en conscience, de manière morale, soit au contraire complètement immoral. Donc la responsabilité est de notre côté. Eh bien, merci Victor. Je crois que vous aurez besoin probablement de vos copains de Sciences Po pour progresser. Merci encore. Merci encore pour les intéressantes réponses que vous nous avez données. Alors, vous êtes lauréat du 2e prix ex aequo et vous recevrez donc un virement de 1 500 €. Et vous aurez à remettre justement votre relevé d'identité bancaire à Anne-Marie pour justement qu'on puisse vous créditer avant les vacances de votre prix. Bravo et merci. Merci à vous, merci Pierre, merci à l'équipe pour l'organisation de ce concours. Monsieur le Président, Léo Eugène est à ta disposition. Pardon ? Bonjour, je vois l'école de gendarmerie, effectivement. Je vois une grande photo. C'est une vidéo. Une vidéo en direct. Vous nous entendez ou pas? Oui, écoutez, oui, je vous entends. Je vous entends, je vous vois pas bien, mais bon, mais je vous entends et je vous vois dans l'ombre presque. Mais enfin, vous êtes là et je suis très content de vous accueillir. Vous êtes 3 à avoir justement rédigé un essai qui s'appelle « Les limites morales du devoir d'obéissance militaire ». Quel sujet! Alors, pour pouvoir démarrer la discussion, quel est votre grade et pourquoi vous avez choisi le thème de la désobéissance? Alors, nous sommes tous les 3 sous-lieutenants, c'est-à-dire que nous sommes en première année à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, sachant qu'il s'agit d'une scolarité qui dure 2 ans. Donc, on vient de finir notre partie formation militaire initiale et formation kaki, on va dire, et attaquons bientôt notre 2e année de scolarité. Donc, le concours du Rotary nous a été présenté en début d'année et on a réfléchi à un sujet éthique qui pourrait concerner notre métier avant tout, sachant qu'on a déjà des cours d'éthique à l'école, des cours qui nous avaient fait réfléchir aux limites morales de notre devoir d'obéissance. Donc, en restant principalement sur le cadre de la loi, à savoir qu'un militaire a le devoir de désobéir à un ordre qui serait manifestement illégal. Donc, c'est prévu par le cadre légal.
Nous, dans notre essai, on a essayé d'aller un petit peu plus loin que cette réflexion-là et de savoir dans quel cadre on pourrait désobéir à un ordre qui serait potentiellement légal. Donc, on a un exemple qui est ô combien d'actualité avec la désobéissance du général de Gaulle en 1940. C'est un exemple qui est illustre, mais qui n'est pas le seul dans l'histoire et qui nous a permis d'aboutir à une réflexion sur ce sujet-là. Très bien. Alors, le fondement même de cet essai est de dégager, dites-vous, c'est vous qui le dites, les clés de réflexion individuelle et collective permettant d'aboutir à une conscience plus nette des enjeux relatifs à la désobéissance du militaire et donc à la pratique sereine de son métier. Voilà qui est une noble mission. Alors après le moment des réflexions, vous sentez-vous serein par rapport au concept de désobéissance? Alors, je pense qu'en tant qu'officier, c'est une réflexion qui est indispensable pour chacun d'entre nous. Donc, c'est indispensable d'y avoir réfléchi au préalable. Après, vous le voyez dans notre essai, les conclusions sont mitigées, à savoir qu'on on arrive à la conclusion que l'armée ne peut pas admettre une possibilité de désobéissance dans ses rangs, parce qu'il est trop important pour elle que les militaires obéissent et soient loyaux et obéissent aux ordres. En revanche, à titre individuel, je pense que c'est important d'avoir réfléchi au cadre dans lequel on pourrait être amené à l'avenir à effectivement désobéir à un cadre légal. Donc, sans arriver à une conclusion tranchée sur le sujet, au moins on y a réfléchi. Je pense que c'est une étape indispensable pour un officier. Alors, vous avez donné un certain nombre d'exemples tirés de l'histoire. Vous avez fait référence à l'instant, d'ailleurs, au général de Gaulle. Et on comprend bien rétrospectivement la légitimité de la désobéissance. Chaque fois, ce sont des militaires de haut rang qui ont désobéi. Est-ce que le principe de désobéissance s'applique de la même manière à tous les niveaux de la hiérarchie? Alors, pour notre part, on est des officiers subalternes encore, donc je ne dirais pas qu'on est des hauts gradés. Récemment, avec l'école, on est allé au mémorial de la Shoah à Paris et on a étudié justement des cas de gendarmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont désobéi alors que justement, ils n'appartenaient pas à ces hauts gradés dont vous parlez, qui étaient de simples gendarmes du quotidien et qui ont su désobéir dans des moments semblables. Bon, alors vous citez parmi les exemples aussi ce militaire sur le terrain qui, au mépris des instructions, est amené à prendre une autre orientation. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt là l'expression de l'intelligence des solutions qu'une désobéissance? Alors, on évoque justement les possibilités dans l'essai de désobéir dans l'intérêt de la mission, donc de désobéir en ayant pour viser la même visée que notre supérieur, à savoir remporter une bataille ou accomplir la mission. Mais je pense qu'on évoque aussi d'autres sujets, d'autres motifs de désobéissance qui peuvent être au nom de principes humains supérieurs à la légalité, qui nous appartient à chacun de déterminer. Bon, eh bien écoutez, merci pour vos réflexions. Je terminerai par une réflexion que j'emprunte à Montesquieu, dans l'esprit des lois, et qui traite justement du pouvoir, parce que finalement, c'est aussi le pouvoir qui permet de légitimer peut-être la désobéissance. Il disait, c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et il va jusqu'à trouver des limites. Droit, même la vertu a besoin de limites. Alors, est-ce que c'est la vertu qui fixe les limites de la désobéissance? Je ne vous pose pas la question, mais en tout cas, je vous dis que le débat reste ouvert. En tout cas, toutes mes félicitations et nos félicitations du jury pour le travail que vous avez fait, très intéressant, qui donne une image d'ailleurs de la gendarmerie, une image encore plus positive que celle que nous pouvions avoir, et une image aussi très positive de la formation que vous recevez. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez donc obtenu un prix de 750 € qui vous sera envoyé par virement et vous donnerez évidemment le relevé d'identité bancaire à Anne-Marie Borderie pour que ce montant vous parvienne le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Et je pourrais conclure simplement par un mot pour vous préciser que la majorité des dons qui va nous être reversés sera reversée par la suite à l'Association des Bleuets de France, une association caritative spécialement militaire. Eh bien voilà, c'est tout à votre honneur et c'est bien dans l'esprit rotarien. Merci beaucoup. Félicitations encore. Voilà, c'était donc le 3e prix. Nous allons revenir maintenant au 2e prix
celui qui n'a pas été encore, voilà, il va pas tarder à arriver. Et donc, le deuxième prix qui est ex aequo, c'est Robin Miquel, qui a traité un sujet qui s'appelle Marketing des paris sportifs et fracture sociale, l'œuf ou la poule. Alors, Robin a fait une école de commerce et son questionnement porte sur l'intégralité des aspects de toute entreprise et industrie pouvant provoquer sans cesse des remises en question. Alors Robin, je pense que nous l'avons là, il est là, on va lui demander d'ouvrir son micro. Oui, je suis là. Ça y est, voilà, Robin, Merci. ça va, vous avez un beau paysage derrière vous là. Oui, c'est la Normandie. C'est la Normandie. C'est ça. Hein, très bien. Écoutez, Robin, pourquoi avez-vous orienté votre essai sur l'industrie des paris sportifs? Est-ce que vous-même, vous êtes un parieur? Alors en fait, c'est un milieu. Donc déjà, pour commencer, il m'arrive de parier de temps en temps, mais je suis pas spécialement passionné. C'est plus par le côté ludique ou avec des amis, etc. Mais c'est pas spécialement un domaine duquel je suis proche, on va dire personnellement. Ce qui m'a frappé et ce qui m'a fait choisir ce sujet, c'est davantage son omniprésence. J'en parle un petit peu dans l'essai. Son omniprésence dans l'espace public, qu'on peut trouver assez intrusive. Et ça, c'est notamment lié aux pratiques marketing. J'espère que vous m'entendez. Oui, il y a du en Normandie. Hein. C'est ça, il y a des marins. Et en fait, du coup, à partir de cette omniprésence, j'ai cherché à faire un essai sur ce sujet, et en particulier, si possible, un sujet qui pouvait me permettre de creuser à la fois le point de vue de l'éthique envers la société, envers les personnes civiles, on va dire, la société civile, et à la fois pouvoir adopter également le point de vue de l'entreprise, donc en tant qu'organisation qui doit faire du profit. Je trouvais ça intéressant d'opposer les deux et voilà, de ne pas faire un essai à charge envers l'un ou l'autre et de comprendre pourquoi certaines choses bloquent ou pourquoi il y a certaines incompréhensions ou quel est le rapport de l'entreprise au cadre légal, etc. L'industrie du pari sportif, d'après votre essai, c'est relativement récent en France. Qu'est-ce qui a freiné son développement alors que la pratique outre-Manche était déjà bien antérieure? En fait, c'était le monopole d'État, donc français, qui réglementait et qui était le seul à pouvoir organiser des paris sportifs, donc avec la Fédération française des jeux, donc la FDJ. Et en fait, voilà, jusque dans les années 2010, avec l'avènement des paris en ligne et le fait de pouvoir parier en direct à tout instant, à tout moment, etc., qui commence à se démocratiser à l'étranger, la France a fini par ouvrir le marché, notamment pour que ce soit un marché qui soit réglementé, pour éviter des dérives, notamment possibles sur Internet, de paris qui auraient pu être illégaux ou d'un manque de transparence dans tout ce domaine. Et du coup, voilà, la législation française a décidé d'ouvrir le marché à des acteurs, mais ça reste très réglementé. Et donc, ces acteurs qu'on appelle les bookmakers, donc ces entreprises, elles ont un nombre limité et c'est pas possible pour n'importe qui de proposer des paris. Mais voilà, c'est un peu arrivé avec l'avènement d'Internet, en fait, tout simplement, au grand public, en fait. Alors, vous avez confronté l'éthique des opérateurs aussi bien dans leur activité commerciale que pour leur stratégie marketing controversée. Dans votre essai, on voit toujours les deux qui sont décrits en parallèle. Alors, l'œuf ou la poule, c'est bien ça? C'est ça. L'œuf ou la poule, c'était aussi de comprendre qu'est-ce qui vient en premier entre un marketing Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient en premier entre le marketing controversé, donc qui cible des joueurs à risque, des joueurs en situation de difficulté, de dépendance ou qui proviennent de milieux défavorisés, etc. Donc, est-ce que c'est ce marketing qui vient en premier et qui cause ça, ou est-ce que c'est simplement ces joueurs-là qui existent, qui sont des clients et qui sont du coup ciblés par le marketing simplement pour réaliser du profit parce que c'est le but des entreprises. Donc voilà, l'œuf ou la poule, c'était aussi de comprendre est-ce qu'il y en a vraiment qui vient en premier ou est-ce que les deux sont indissociables
et j'ai essayé de le garder un petit peu ouvert pour expliquer que de toute façon, les joueurs en difficulté parieront, que le marketing les cible ou pas. D'un autre côté, c'est compliqué de ne mettre aucune responsabilité sur le marketing quand ils frisent des fois avec l'illégalité en ciblant via des publicités des joueurs en leur promettant la réussite sociale, la réussite financière. Et donc, on peut dire que l'œuf ou la poule, ce sont un petit peu les deux en même temps. Bon, je vois que vous avez le sens de la communication, parce que dans le titre, évidemment, l'œuf ou la poule, ça attire l'attention du jury. Alors, durant l'Euro de foot 2021, les mises cumulées par les joueurs ont atteint un record historique de 435 millions d'euros. Alors, cet emballement des paris a suscité évidemment une émotion dans le pays, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé après cette émotion? Parce qu'on voit quand même qu'on continue à faire de la publicité pour les paris sportifs, notamment avant les matchs, les grands matchs de l'équipe de France, etc. Rien n'a changé. Écoutez, c'est tout le problème. Donc, ce qui a changé, ce sont plus des choses qui ne sont pas visibles pour, pour nous, on va dire la société pour le moment. Donc, il y a eu des consultations qui ont été faites par l'Agence nationale des jeux, qui est un organisme français qui justement veille à surveiller la légalité de ces entreprises, de ces opérateurs. Il y a eu des consultations qui ont été faites, il y a eu quelques projets de loi qui ont été déposés contre la publicité dans l'espace public pour les jeux d'argent. Mais effectivement, de manière concrète, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et comme vous le dites très bien, on le voit notamment dans l'espace public, que ce soit dans le métro ou à la télévision ou sur Internet, peu importe, on continue de voir ces publicités. Donc, je pense que pour le moment, il est encore un petit peu tôt pour voir ces changements. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas eu réellement. C'est possible que ça évolue, mais à mon avis, ce sont des choses qui prennent du temps, surtout par le fait que les entreprises se défendent beaucoup en expliquant qu'elles, justement, ne cherchent qu'à faire du profit en restant dans la légalité. Et parfois, elles le sont. Et quand elles sont dans la légalité, c'est dur de les attaquer d'un point de vue, du coup, légal et coercitif. Alors, en forme de conclusion, le fonctionnement, puisque j'y reviens, le fonctionnement de l'intelligence artificielle promet un futur particulièrement propice à l'industrie des paris sportifs. Alors, qu'est-ce qui peut réguler ce mouvement? L'IA ou le couple marketing-communication, l'œuf ou la poule? Encore une fois, au secours, Monsieur Rabelais. Et merci encore, Robin, pour cet éclairage sur les paris sportifs. Votre essai m'a beaucoup intéressé, sans doute d'ailleurs par ses aspects justement éthiques et humains aussi, et tous les problèmes que ça peut générer, mais aussi les espoirs qu'il suscite. Voilà, en tant que deuxième prix ex aequo, vous recevrez un virement de 1 500 €. Ce virement vous parviendra évidemment lorsque vous nous aurez prépassé à Anne-Marie votre relevé d'identité bancaire. Donc, félicitations encore et puis belle carrière puisque vous faites une école de commerce. Vous êtes en quelle année? Là, je viens de finir ma 3e année, donc je vais commencer mes 2 années de master en septembre. Eh bien, plein succès pour l'avenir, reste éthique. Voilà, je vous remercie. Merci pour toute l'organisation et pour nous accueillir aujourd'hui. Merci. Voilà, au revoir. Alors, merci. On va revenir maintenant au premier prix. Pour le premier prix, je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter Sarah Doyer, qui est en 4e année de médecine et qui prépare à l'heure actuelle ses examens. Elle s'excuse évidemment de ne pas être là. Alors, une petite présentation. Elle a obtenu un baccalauréat scientifique dans les options sciences de la vie et de la terre avant de s'orienter vers la médecine. Alors, en 4e année, c'est déjà très bien. Elle est actuellement étudiante, alors 4e année, étudiante en 5e année à l'université de Rouen. Et elle alterne des périodes de stage hospitalier et de cours à la faculté en vue du concours de l'internat qui aura lieu en 2023.
Alors, cet examen national lui a permis de choisir sa future spécialité. Et pour le moment, elle dit que c'est la neurologie. Et plus globalement, le champ des neurosciences. Alors, je dirais que ces stages, d'après ce qu'elle dit justement dans son essai, ces stages ont été des périodes de remise en question avec 3 interrogations. D'abord, l'AHC est-elle légitime? C'est l'hospitalisation sous contrainte. Est-elle légitime? Quelle est sa finalité professionnelle? Et elle dit-elle, sommes-nous éthiques? Alors, elle a fait un état des lieux des pratiques médicales sur le plan légal, en insistant sur le droit à la liberté et en faisant notamment référence au récent débat sur la vaccination. Elle démontre que la psychiatrie adulte échappe à ce principe. Alors, elle détaille les raisons de la dérogation légale à la déontologie médicale. Elle ouvre le débat sur l'affrontement des valeurs, liberté versus protection. Elle fait des propositions pour éveiller les consciences, pour bâtir une société de demain plus éthique. Et elle conclut qu'il est essentiel de se rendre compte que la santé n'existe pas sans la santé mentale. Un essai très profond qui élève évidemment l'esprit, qui nous interroge effectivement, qui ne donne pas forcément de solution, mais en tout cas qui montre que Sarah a choisi une voie sans doute compliquée, plus compliquée, mais en tout cas, elle est très motivée justement pour apporter le plus de solutions possibles à cette difficulté qu'est l'hospitalisation sous contrainte. Je voudrais la féliciter, la remercier et lui indiquer qu'elle aura un virement de 2 000 € offert par le Rotary, offert par tous les districts qui ont participé justement à ce concours. Et nous sommes très fiers de pouvoir lui apporter, je pense que ce qui va constituer une aide pour elle pour poursuivre ses études. Donc bravo et merci. Je crois que nous en avons terminé avec la distribution des prix. Ce que je propose à Jean, si c'est possible, c'est de mettre tous les lauréats sur l'écran à la place justement des diplômes, voir si c'est possible pour lui, parce qu'on aura une photo à faire. Eh bien, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez sur le site du concours, et puis vous allez avoir l'intégralité de tous les essais. Il suffira de télécharger l'essai et vous les aurez, et vous pourrez effectivement profiter de ces réflexions qui sont, je le répète encore, de haut niveau. Il ne me reste plus qu'à remercier, féliciter tous les intervenants. Alors, il nous manque, bon, on avait sa photo, mais je pense qu'on pourra la diffuser après. C'est donc de féliciter et remercier tous les intervenants, les lauréats, tous ceux qui ont eu des diplômes, et puis bien entendu ceux qui m'ont accompagné. Je voudrais parler aussi des membres de jury, puisqu'il y a eu des jurys qui se sont réunis dans tous les districts. Il y a eu un jury national qui a passé aussi beaucoup de temps sur les dossiers qui avaient obtenu des notes supérieures, égales ou supérieures à 14. Et puis remercier ceux qui étaient là ce soir, c'est-à-dire Marie-Michel, Anne-Marie, et puis Jean, qui est fidèle à la technique et qui fait tout son possible pour que ça fonctionne bien. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il a fait quelques miracles. Donc merci Jean. Et puis on peut vous applaudir tous, même si vous n'entendez pas. Bonne fin d'après-midi et ma foi, à bientôt pour le 19e concours qui va débuter au mois de septembre-octobre. À bientôt.